La promesse a été faite pour la rentrée du 2 septembre dans une RDC où des millions d'enfants pauvres sont privés d'éducation. L'évaluation du projet révèle que le coût global de la gratuité pour l'année budgétaire 2020 est estimé à 2,64 milliards de dollars. C'est la substance du rapport des experts qui ont bouclé samedi à Kinshasa une deuxième table ronde sur la gratuité dans l'enseignement de base. À elle seule, cette somme représente plus de 40% du budget de l'État pour l'année en cours, chiffré à un peu moins de 6 milliards de dollars pour 80 millions d'habitants. Ce budget 2019 ne prévoit pas de financement de gratuité de l'enseignement primaire public pour les 4 derniers mois de l'année. Le rapport suggère alors une mise en œuvre de manière progressive de la gratuité des frais scolaires dans le primaire. Pour le financement, le rapport propose l'instauration d'une taxe sur les ressources naturelles en RDC. À quelques jours de la rentrée, les autorités congolaises ne pourront donc pas matérialiser cette mesure prévue par la Constitution et reprise par le président de la République Félix Tshisekedi lors de son discours d'investiture le 24 janvier. Sur le terrain, les parents sont partagés entre espoir et prudence. À Kinshasa, les parents ont reçu pendant les vacances scolaires une demande d'acompte allant de 100 000 à 150 000 francs congolais, soit environ 62 à 90 dollars pour inscrire leur enfant à l'école primaire. Le montant total des frais scolaires demandés s'élève à 137,5 $. Les parents doivent aussi payer les fournitures scolaires. Dans la nuit du vendredi à samedi, l'armée congolaise affirme avoir perdu 3 militaires et neutralisé 20 miliciens en territoire de Dougou. Dans cette partie nord de l'Ituri, des dizaines de personnes ont été tuées en juin et des milliers d'autres ont pris la fuite en raison des violences attribuées à une milice dénommée Ngudolo. En Ituri, entre 1999 et 2003, une guerre intercommunautaire avait fait des dizaines de milliers de morts. Dans la province voisine du Nord Kivu, l'armée a annoncé un changement à la tête du commandement de la zone de défense couvrant les territoires de Beni et Lubero. À Beni, l'armée congolaise est censée combattre avec le soutien des casques bleus des Nations Unies la redoutable milice des forces démocratiques armées ADF. Historiquement, des rebelles musulmans ougandais, les ADF, sont accusés du massacre de centaines, voire de plus d'un millier de civils dans la région de Beni depuis octobre 2014. À Beni, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est annoncé pour une visite dimanche 1er septembre. La région de Beni-Butembo est aussi l'épicentre depuis le 1er août 2018 de la deuxième plus grave épidémie d'Ebola de l'histoire, avec près de 2000 morts. Les armes se trouvant sur toute l'étendue du territoire togolais pourront être bientôt identifiées. Les autorités togolaises disposent désormais des appareils pour les marquer. Le Japon vient de faire don de ces appareils au gouvernement togolais. Ce projet permettra d'accumuler des expériences dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petites calibrières au Togo et de renforcer les actions entreprises par le gouvernement du Togo dans le domaine. La lutte contre l'insécurité grandissante dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique en général du fait des mouvements djihadistes et de Boko Haram devient impérieuse pour les décideurs politiques, selon le ministre togolais de la Sécurité publique lors de la réception de ce don d'appareils du Japon. Oui, avec ce don du Japon, ce n'est pas seulement les armes détenues par la population civile qui seront marquées, y compris les armes des forces de défense et de sécurité. Et dans les jours à venir, l'équipe de marquage va commencer par marquer les armes au niveau de la police nationale, au niveau des corps paramilitaires. Et à l'issue, ça va être le tour des armes des forces de défense, des forces armées. Ça permet de contrôler qui a quoi, qui fait quoi avec ça. C'est un projet d'assistance technique pour la sécurité physique et à la gestion des stocks, le marquage et destruction des armes légères de petit calibre et leurs munitions au Togo. Il est exécuté par UNIREC et financé par le gouvernement du Japon à hauteur de
373 millions de francs CFA. Des habitants de Bamenda, chef-lieu du nord-ouest, région anglophone du Cameroun, ont quitté la ville par bus, redoutant une escalade des violences après l'appel des séparatistes à des journées villes mortes selon l'ONU et des ONG. Parmi eux, de nombreux parents envoient leurs enfants en dehors de ces régions pour qu'ils poursuivent une scolarité normale. Je quitte Bamenda à cause du lockdown qui va avoir lieu. Nous savons que la ville ne sera plus aussi sûre. C'est pourquoi je vais à Bafoussam pour y rester quelques temps avant de revenir. À cause de la crise dans les régions anglophones, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc nous sommes obligés d'aller à Douala ou Yaoundé pour que nos enfants puissent aller à l'école. C'est le défi auquel nous sommes confrontés en ce moment dans les zones anglophones. Depuis le début de la crise séparatiste, plus de 4400 écoles ont fermé dans les régions anglophones selon l'UNICEF. Les séparatistes anglophones dans un pays à majorité francophone militent pour la création d'un État indépendant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis fin 2017, une partie d'entre eux ont pris les armes, commettent de graves violences et affrontent l'armée, accusée elle aussi d'exactions et de crimes par les ONG internationales et l'ONU. Le conflit a forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile depuis près de 2 ans, selon l'ONU. L'administrateur du groupe de presse Le Lynx, Souleymane Diallo, et un journaliste de la radio de la même entité, Boubacar Diallo, ont été inculpés de diffamation et placés sous contrôle judiciaire, respectivement les 19 et 20 août à Conakry. Ces poursuites font suite à une intervention sur la radio Lynx FM d'une auditrice accusant le ministre guinéen de la Défense Mohamed Diané d'avoir détourné de l'argent destiné à des casques bleus guinéens de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Suite à leur inculpation, des dizaines de journalistes guinéens ont manifesté à Conakry pour dénoncer le harcèlement des médias privés par les autorités. Nous avons été convoqués à la DPJ pour une émission qui n'a pas été du goût du pouvoir et en violation totale de toutes nos procédures. La loi qui a été invoquée, c'est celle sur la cybercriminalité. À notre sens, la radio n'est pas un système informatique, donc nous ne nous considérons pas comme des cybercriminels. Enfin, la liberté de la presse est menacée et c'est comme si on voulait faire taire les journalistes. Alors, comment est-ce qu'on peut se sentir menacé dans l'exercice de notre boulot? Donc vraiment, si c'est cela, nous nous insurgeons contre cela. C'est pourquoi nous nous levons. Avant que ça ne soit trop tard, c'est maintenant qu'il faut réagir. Nous sommes mobilisés ce matin devant le siège de la Haute Autorité de la Communication pour d'abord interpeller l'institution pour qu'elle rejoue son rôle qui est celui, je vais dire, de régulation de l'exercice du métier dans notre pays. Le deuxième pan de notre mobilisation, c'est envoyer un signal fort aux autorités pour dire que, quelles que soient les manœuvres pour nous faire taire, la presse n'est pas prête à se taire. La Guinée occupe la 107e position dans le classement 2019 de l'Organisation de défense de la presse Reporters sans frontières sur un total de 180 pays. Ces jeunes basketteurs sont parmi les plus prometteurs d'Afrique. Ils viennent du Nigeria, du Cameroun ou encore du Soudan du Sud et ont été sélectionnés pour intégrer la NBA Academy Africa. L'an dernier, la Ligue américaine a ouvert le centre de formation au Sénégal, une première dans le continent. L'objectif, c'est de développer le basket, de développer la NBA sur le continent, parce que nous avons eu, comme je vous disais tantôt, une longue histoire avec de très grands joueurs qui sont venus de ce continent, qui ont marqué l'histoire de la NBA. Ils sont 18, âgés de 14 à 20 ans, à former la première promotion de l'école. Et leur motivation est à la mesure de leurs ambitions. Tout ce qui est NBA, ça me fera plaisir.
Tout ce qui est franchise NBA, ça me fera plaisir, mais de préférence Lakers, oui, j'aime bien. S'ils veulent intégrer la prestigieuse équipe de Los Angeles, Kurt et les autres devront passer entre 2 et 4 ans au centre. Tous n'obtiendront pas un ticket pour la NBA, mais la formation se revendique autant académique que sportive. La NBA a choisi d'apporter diverses compétences à ses élèves, des notions de leadership, de gestion du temps, des choses qui servent à la vie de tous les jours pour réussir. Donc ce n'est pas uniquement un apprentissage du basket. La NBA a aussi récemment annoncé la création en 2020 d'un championnat africain de basket. Un autre débouché possible pour ces futurs champions. Le gouvernement malien est parvenu de justesse ce mardi soir à un accord avec le collectif qui bloquait depuis vendredi la route nationale numéro 3 qui mène de Kaï, dans l'ouest, à Bamako pour exiger la reconstruction du tronçon dégradé. Bamako a accepté de commencer les travaux dans 3 semaines. En attendant, c'est plus d'1 millier de camions qui étaient bloqués au poste de péage de Kati. Le blocus continue à Kati et dans d'autres localités telles que Nyonsombrou, telles que Kolokani, telles que Djidjeni, telles que Kaï. Et on a d'excellents rapports, on continue, la coordination elle est parfaite et jusqu'à présent on n'a rien de concret. Jusqu'à présent le blocus continue. Les barricades sont bien installées, vraiment. On est là pour la grève depuis le vendredi. Il y avait des véhicules qui ont chargé de patates, des marchandises que le soleil c'est pas bon pour les marchandises là. C'est pas bon quoi. Depuis 4 jours, 5, c'est trop touché avec cette situation là. Vous voyez, on est fatigué quoi. Il y a pas de, on ne peut pas manger pour manger. Il y a une femme qui va venir jusqu'à Kati. Pour qu'on mange. Le poste de péage de Kati rapporte chaque jour en termes de recettes environ 2 milliards de francs CFA à l'État malien. Les jours de grève ont causé un important manque à gagner au budget de l'État. Le chef du Congrès national démocratique était convoqué mercredi au commissariat central de la capitale Lusaka en Zambie. Chichimba Kambwili a été interrogé pendant des heures, puis placé en détention en attendant d'être présenté à un juge. Son avocat dit espérer qu'il sera déféré ce jeudi à un juge. D'après la même source, l'opposant a été inculpé d'avoir diffamé le président après la diffusion d'une vidéo où il parle de chiens venus de Chawama. La police affirme qu'il faisait référence au chef de l'État. Dans cette publication largement partagée sur Internet, Chambouili raille les chiens venus de Chawama, le quartier pauvre de la capitale dont Edgar Lungu est originaire. Le chef du NDC risque jusqu'à 3 ans de prison. Il faut dire que depuis sa réélection en 2016, Edgar Lungu est régulièrement accusé de dérive autoritaire par ses adversaires. Mardi, l'ambassadeur britannique en Zambie a publiquement dénoncé la corruption de son régime, éclaboussé ces derniers mois par plusieurs affaires retentissantes de détournement de fonds publics.